Alors c'est parti pour notre discussion sur l'hydrogène, ses promesses mais aussi la stratégie à mettre en place. On en parle avec Xavier Drouet, scientifique de carrière. Vous avez dirigé plusieurs sociétés, soutenu l'innovation à des postes de direction au ministère de la Recherche et dans les services du Premier ministre. Et aujourd'hui vous êtes consultant expert fondateur de Défi Initiative et Innovation. Avec nous également Pierre-Étienne Franc, vice-président d'Air Liquide en charge du développement mondial pour le groupe des activités liées à l'hydrogène. Et vous êtes également le fondateur et secrétaire du Conseil mondial de l'hydrogène. Alors, première question, Xavier Drouet, peut-être ensemble déjà. Rappelez aujourd'hui quelles sont les utilisations que l'on fait de l'hydrogène. Alors actuellement, l'hydrogène est utilisé pour la fabrication des engrais azotés qui servent à fertiliser les sols donc dans l'agriculture. Et il est également utilisé pour les productions de certains produits pétroliers et puis d'autres composés organiques. Et enfin, il est utilisé pour des applications industrielles comme le traitement des métaux par exemple. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire que ce sont des utilisations grand public. Pas du tout. Air Liquide, c'est un pionnier dans l'hydrogène. Quelle est la part déjà de l'activité du groupe que représente l'hydrogène ? Alors, l'Air Liquide est dans l'hydrogène depuis l'industrie spatiale, parce que l'hydrogène a commencé par propulser les fusées, notamment la fusée Ariane. Et aujourd'hui, c'est une activité qui représente près de 2 milliards d'euros, donc près de 10% du chiffre d'affaires du groupe, mais c'est une activité qui est neuve dans son essor et qui a été très tirée par le développement des essences désulfurées et des essences avec des normes environnementales beaucoup plus contraignantes. C'est de ce fait-là que l'hydrogène s'est beaucoup développé dans l'industrie du raffinage et aujourd'hui est une molécule très utilisée dans cette activité-là. Alors, est-ce que quand on parle des promesses de l'hydrogène, on entend forcément solution au dérèglement climatique, hydrogène vert ? C'est pas forcément le cas. Il n'y a pas de couleur, l'hydrogène, mais c'est vrai que selon la manière dont on le produit, il va contribuer de manière complète sur l'ensemble du cycle à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'hydrogène, en tant que tel, la molécule d'hydrogène, lorsque vous la faites réagir avec de l'oxygène, de l'air, vous faites de l'électricité, il n'y a pas d'émission. Mais par contre, si vous le produisez, selon la manière dont vous le produisez, vous allez ou pas émettre du CO2. Et tout le débat, c'est de faire en sorte qu'on le produise de manière totalement décarbonée. Quel est l'intérêt que vous voyez, vous, principalement, dans l'exploitation, l'extraction de l'hydrogène ? Alors, il y a plusieurs intérêts. L'intérêt, effectivement, à condition que l'hydrogène soit produit, puisque l'hydrogène est un vecteur d'énergie, à condition que ce soit produit avec de l'électricité décarbonée, l'hydrogène va nous permettre de nous épargner l'émission de gaz à effet de serre, à condition que dans tout le cycle de vie de son utilisation, on ait été vertueux à ce niveau-là. Donc, et aujourd'hui, c'est le cas dans combien de pourcents des cas d'extraction ? 2-3% de l'hydrogène est fait à base d'électrolyse, c'est-à-dire à base de solutions d'énergie. Aujourd'hui, l'hydrogène est produit à partir du méthane. Oui. Ou du charbon ou du pétrole, mais surtout le méthane, c'est le plus efficace et c'est quand même le meilleur, c'est le plus efficace thermoéconomiquement et par ailleurs les émissions de CO2 sont certes importantes mais restent inférieures. Si on prend de l'hydrogène à base de méthane et qu'ensuite on l'amène dans une voiture, qu'on alimente une voiture électrique avec cet hydrogène, on a quand même un meilleur rendement global du puits à la roue que si on utilisait de l'essence ou du diesel. Mais c'est encore tout à fait insuffisant. Donc il faut effectivement soit capturer ce CO2, soit le faire à partir d'une énergie propre, typiquement l'énergie renouvelable, dans une électrolyse, casser la molécule d'eau et non plus la molécule de méthane, parce que l'eau c'est H2O. Et là, on a un bilan complet qui est totalement renouvelable. Oui, parce que cet hydrogène, donc, on le trouve partout autour de nous. On le retrouve partout, non. Oui et non, pas tant que ça. La difficulté, c'est de l'extraire, si j'ai bien compris. C'est ça, qu'il est toujours associé à d'autres éléments. Exactement. Et alors, donc vous êtes quand même d'accord, là, autour de cette table, tous les deux, qui êtes des spécialistes de l'hydrogène, pour dire que c'est quand même une des promesses contre le dérèglement climatique. C'est une des solutions pour produire de l'électricité verte. Mais ce n'est pas la solution miracle. Pourquoi ce n'est pas la solution miracle ? Alors, si on veut produire l'hydrogène de façon propre, décarbonée, verte, il faut le produire avec de l'électricité, électricité qui elle-même ne produit pas de carbone. Donc vous avez deux moyens pour cela, les énergies renouvelables, le photovoltaïque ou l'éolien, ou, sans que ce soit un gros mot, l'énergie nucléaire.
On va prendre un exemple simple. Si vous prenez tout ce qui bouge, donc tout ce qui contribue à la mobilité en France, qui consomme à peu près 30% de l'énergie nationale. Il faudrait, pour faire passer tous ces véhicules en mode hydrogène, d'ailleurs le calcul serait même pour les faire passer en mode électrique, il faudrait doubler le parc des centrales nucléaires, ou bien il faudrait couvrir 6000 km² de panneaux photovoltaïques. 6000 km², c'est 1/100 de la surface de notre pays, c'est-à-dire un département. Oui, mais le sujet, oui, mais le sujet n'est pas un sujet hydrogène, c'est un sujet de modèle de consommation de la société. Parce que vous feriez ça avec les batteries, c'est pareil. On a un enjeu. Ce dont on est en train de prendre conscience, c'est qu'on a un modèle qui est extrêmement énergivore, notamment dans les transports. Et donc, si effectivement on veut basculer sur un modèle transport totalement électrique sans rien changer, on a des enjeux d'électrification de nos pays qui sont considérables, qu'il s'agisse d'hydrogène ou de batterie. Donc, évidemment, on ne peut pas basculer dans l'hydrogène et ne rien changer. Il y a un débat d'ailleurs qui est dans la société sur le modèle de consommation, les transports, l'avion, trop d'avions, pas assez d'avions, etc. Le sujet de l'hydrogène, c'est que quelles que soient les méthodes, on aura besoin d'une part de notre mix énergétique qui soit transformée et transportée à l'aide de ce vecteur-là, parce que ce vecteur a une densité énergétique qui est infiniment supérieure à celle d'une batterie, et il nous permet donc de répondre à un certain nombre d'usages dans les transports que les batteries ne savent pas résoudre. Donc c'est plus efficace aujourd'hui que les batteries. C'est plus dense et c'est plus efficace à l'usage. C'est pas forcément plus efficace dans l'ensemble du cycle de production de cette énergie. Parce que pour produire l'hydrogène, j'ai une perte d'énergie en amont. Mais par contre, je peux, avec de l'hydrogène, alimenter un camion, je peux alimenter un train, je peux alimenter même éventuellement certains types d'avions. Ça dépend comment je conditionne mon hydrogène. Ce que je ne peux pas faire avec des batteries. Parce que le volume et le poids d'une batterie dans un espace sont beaucoup plus importants pour la même énergie rendue. Donc c'est ça qui fait que l'hydrogène est un vecteur un peu unique. Et puis on parle beaucoup des transports, parce que c'est effectivement très tangible. Mais l'autre endroit où l'hydrogène est absolument incontournable, c'est dans l'industrie. Toute l'industrie qui consomme énormément de chaleur, très haute température, dans le ciment, dans la sidérurgie, dans la chimie, dans la pâte à papier, dans le verre, tous ces secteurs-là vont devoir remplacer des fuels lourds ou des fuels très énergivores et très émetteurs en CO2 par d'autres techniques de production de chaleur qui soient efficaces et qui ne soient pas émettrices de CO2. Et ça, c'est l'hydrogène qui le permet. Et il n'y a pas tellement d'autres choses. Ou alors, c'est des gaz de synthèse. Les gaz de synthèse, c'est de nouveau de l'hydrogène que je recombine avec autre chose. Donc vous êtes un convaincu sur, sur le oui, sujet. mais je pense qu'il y a des arguments. Non, l'argument de la densité, pour 1 kg d'hydrogène, vous avez à peu près 3 fois plus d'énergie qu'avec 1 kg de fuel ou 1 kg de gasoil. Est-ce qu'on a une stratégie nationale alors pour porter cette technologie ? Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 1 an, on est enfin passé dans une vision systémique, non pas sur le papier, mais avec des ambitions chiffrées de soutien qui sont considérables. Au niveau français ou au niveau européen ? En fait, oui. Je pense que la grande particularité, l'intérêt, la magie, mais la complexité de l'hydrogène, c'est que c'est un enjeu systémique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire je vais décarboner les voitures et puis pas faire d'hydrogène propre en amont. On ne peut pas juste faire de l'hydrogène à base d'énergie renouvelable et derrière pas savoir quoi en faire. Donc il faut tout faire bouger en même temps. C'est ça qui est plus compliqué que d'habitude. C'est en fait le bon indicateur d'ailleurs qu'on passe d'un modèle énergétique à un autre. Donc le plan français, comme le plan européen, mérite de travailler les deux aspects, c'est-à-dire l'amont, favoriser le développement d'hydrogène décarboné, et l'aval, savoir son usage dans des secteurs qui vont devoir passer à l'usage de cette molécule au lieu de fuel, de diesel ou de gaz naturel. Xavier Drouet, une réaction sur la politique nationale ? L'usage, c'est l'objet qui consomme et puis c'est tout le réseau qui permet d'acheminer de l'hydrogène. Je vous rappelle que l'hydrogène est un gaz extrêmement léger, pas dense du tout, il est 14 fois plus léger que l'air. Donc pour le transporter, pour l'acheminer, il faut le comprimer, il faut ensuite pouvoir le distribuer. L'hydrogène est un gaz extrêmement inflammable, comme nous l'a rappelé l'accident du Hindenburg en 1937. Donc il y a un certain nombre de précautions à prendre, ce qui veut dire que dans ce raisonnement qui, pour une fois, n'est pas en silo, mais qui est horizontal, il faut effectivement se préoccuper, par exemple, des véhicules qui utilisent de l'hydrogène, mais également du réseau d'approvisionnement
on a parlé de 1000 stations à horizon 2030 ou horizon 2050, pour que ces véhicules puissent s'approvisionner et puissent effectivement circuler avec de l'hydrogène et non pas avec de l'hydrogène qui serait en complément d'une autre énergie. Et aujourd'hui, vous pensez que la France a une stratégie audacieuse ? Alors, en tout cas, il y a un signal qui a été donné. Et il y a un premier chiffre qui a été annoncé à l'occasion de la présentation du plan de relance à l'automne dernier. C'est 7 milliards d'euros, si je me souviens bien, pour la partie française qui vont être consacrés. 7 milliards d'euros, ça commence à faire des sous. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est pour les moyens. Alors ensuite, comment les organisateurs sont structurés et où est-ce qu'il y a de la connaissance ? En tout cas, en France, effectivement, on a du savoir-faire dans des équipes du CEA, du CNRS, mais également dans l'industrie. Et Air Liquide a été, comment dirais-je, un leader dans ce domaine depuis des années, pour ne pas dire des dizaines d'années. Voilà. Et après, l'enjeu sur ce sujet, comme pour bien d'autres, c'est de coordonner tout ce monde-là pour aller dans le bon sens. Et donc, le payeur, qui va être en partie l'État ou les pouvoirs publics, puisque les collectivités territoriales s'y mettent aussi, doit, comment dirais-je, assumer une feuille de route, et une feuille de route qui soit cohérente sur l'ensemble des, des applications de l'hydrogène, que ce soit dans des applications industrielles à forte valeur ajoutée, comme on l'a dit, ou dans certaines mobilités où l'hydrogène a effectivement un intérêt sur des transports en commun, sur des transports individuels, sur du fret de petite distance, etc. etc. Alors, Pierre-Étienne Franc, oui, Air Liquide travaille aussi sur l'international. Hein. Alors justement, ça m'intéresse d'avoir une petite comparaison. On n'est pas seul au monde, et là, pour le coup, la France rejoint un peloton qui s'est bien construit de pays asiatiques d'un côté et d'autres pays d'Europe. Alors nous, Air Liquide, comme on est présent dans tous ces pays, on a pu accompagner tous ces mouvements. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, l'Asie, la Chine, le Japon, la Corée développent fortement l'usage de l'hydrogène dans la mobilité, donc les bus, les camions, les voitures. Dans ce contexte-là, nous avons participé à la formation des quelques grands consortiums d'aménagement des stations-service qui vont permettre d'alimenter ces réseaux, au Japon et en Corée notamment. Puis on a quelques accords en Chine, notamment avec Sinopec. Et puis aux États-Unis, vous avez le pays le plus engagé sur la transition énergétique en général, qui est la Californie, où là c'est pareil, nous accompagnons le développement de cette mobilité en construisant la plus grosse unité de production d'hydrogène liquide cette fois, pour aller acheminer cet hydrogène dans les stations. Et puis en Europe, la France s'est mise au niveau d'autres pays européens qui avaient avancé très fortement un peu en avance, notamment l'Allemagne, les pays du Nord. L'Allemagne a un programme, lui, de... C'est-à-dire qu'on a démarré un peu plus tard. Oui, on a parce que notre... quand on regarde la situation énergétique et des transports, la France avait deux constructeurs puissants qui avaient plutôt fait des options sur la batterie en termes de transport. Et quand on regarde le mix énergétique français, il est très nucléaire, donc il est entre guillemets très propre sur le plan des émissions. Donc du coup, le besoin de faire beaucoup de renouvelables et donc de gérer ces renouvelables, de les stocker et de les distribuer ensuite vers l'aval est beaucoup moins présent qu'en Allemagne. En Allemagne, c'est un enjeu stratégique. Je ne peux pas arriver à déverser mon renouvelable qui vient du nord de l'Allemagne vers le sud si je ne trouve pas des vecteurs, l'hydrogène en étant un. Donc l'Allemagne a avancé un peu plus vite que nous au début, mais maintenant on est sur des plans assez similaires, et l'Europe, surtout l'Europe, a fait de son ambition de transition énergétique un sujet central, et l'hydrogène est vraiment dedans. Donc en fait, la France s'est mise maintenant au niveau des autres grands pays, et nous l'accompagnons, Air Liquide évidemment avec plaisir. Nous sommes, Benoît Potier co-préside le Conseil national de l'hydrogène. On a évidemment monté ce Conseil mondial de l'hydrogène pour faire comprendre à l'ensemble des acteurs du secteur dans le monde et des décideurs publics l'importance de ce sujet. Et on accompagne tous les pays qui bougent. On a démarré il y a quelques semaines le plus gros électrolyseur à base de technologie PEM qui fait 20 MW pour faire de l'hydrogène totalement décarboné, en utilisant l'hydroélectricité du Québec. Donc on est un peu présent sur tous les fronts pour essayer de faire en sorte qu'effectivement cette économie hydrogène advienne. Alors je ne vais pas vous poser la question à vous, Pierre-Étienne Franc, parce que vous êtes hyper impliqué sur cette question de l'hydrogène. Je vais la poser à Xavier Drouet. Fleur Pellerin, l'ancienne ministre du numérique, qui est à la tête d'un fonds Corelia, qui fait le pont entre la France et la Corée, nous a dit la prochaine révolution technologique en Corée du Sud, c'est l'hydrogène. Vous êtes d'accord avec ça, Xavier Drouet ?
Alors, l'hydrogène va contribuer à la révolution énergétique, va contribuer significativement pour toutes les raisons pratiques et technologiques qu'on a évoquées, et puis parce qu'il y a un véritable enjeu sur l'émission des gaz à effet de serre, avec en tout cas ce qu'on fait de l'énergie actuellement. Est-ce que la Corée du Sud, comme la France, va faire le pari du tout hydrogène ? Ça m'étonnerait. Ouais. Ça m'étonnerait, d'abord pour une raison très simple, les politiques avisés ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. La deuxième chose, c'est que autant pour certains usages, l'hydrogène est tout à fait approprié pour la mobilité, on l'a dit, pour des processus industriels à forte valeur ajoutée, pour par exemple du chauffage dans l'habitat, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Et pour certaines mobilités, je pense par exemple au transport maritime, faire voguer des porte-conteneurs de 300 mètres de long avec de l'hydrogène, je pense que c'est ni pour demain ni pour après-demain. En revanche, pour, comment dirais-je, des mobilités qui se développent de plus en plus pour des raisons qui sont liées à l'organisation de nos sociétés, je pense au transport de courte distance, je pense à la mobilité du dernier kilomètre, etc., qui, avec la numérisation de l'économie, prennent des parts de plus en plus importantes dans notre fonctionnement. Là, l'hydrogène, les véhicules propulsés par les, dont l'énergie vient de l'hydrogène, qui a été en fait une forme de stockage d'une énergie venue d'ailleurs, auront toute leur place. Mais l'hydrogène, solution magique, solution unique, non, je ne vois pas. Mais on est d'accord, hein. La vision... Juste un mot de conclusion. Oui, la vision du Conseil mondial de l'hydrogène, c'est que l'hydrogène pourrait représenter à peu près entre 18 et 20% de la demande finale en énergie. Donc on n'est pas en train de dire que ça va tout remplacer du tout. Il y a des endroits où la batterie marche beaucoup mieux, il y a des endroits où il y a l'ammoniac, il peut y avoir tout un tas d'autres vecteurs. Mais l'hydrogène est souvent au milieu de ces vecteurs. Donc c'est pour ça que... Et ça engage une transformation quand même profonde. Fondamentale, mais très intéressante technologiquement et source de croissance et d'emploi. Merci beaucoup Pierre-Étienne Franc, vice-président d'Air Liquide, et Xavier Drouet, expert et fondateur de Défi Initiative et Innovation, pour ces éclairages sur l'hydrogène. Juste après la pause, je vous l'avais promis en introduction, on va revenir sur cette affaire de fuite de données de santé des Français, 500 000 patients concernés.